Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Nature. Bon, on a vu des personnages un petit peu bizarres sortir de nos tiroirs. Hein, les uns sur des roulettes, les autres en train de lever les bras pour défendre les causes méditerranéennes. Bon, voilà effectivement des vues, je crois, qui sont tout à fait nouvelles. Et c'est ça qui donne envie de faire de l'archéologie, quand même, au fond, au final. Et moi, je voulais rebondir un petit peu pour poser la question suivante. On a bien vu les trois personnages sur la Clinée, hein, qui représenteraient une domination sur 8 au total, mais il y en a un, et un seul, qui est enterré sous le grand tumulus. Alors, est-ce que c'est le dominant? Est-ce que c'est celui qui aurait pris le pouvoir? Comment est-ce que tu interprètes ça? Alors, je pense que c'est un système tribal complexe, c'est-à-dire qu'il y a une désignation des représentants de la tribu, des fractions de tribus et de la tribu, à l'intérieur d'un groupe de hauts personnages. Donc, peut-être domination, hein, évidemment, mais je crois qu'il vaut mieux penser à des systèmes de désignation, hein, c'est-à-dire de charge à l'intérieur d'un espace politique qui est constitué de différentes fractions, de différentes familles à l'intérieur des fractions. Et donc, peu à peu, un personnage peut devenir chef de patrilignage, puis chef de fraction de tribu, et éventuellement, donc, par un processus de désignation politique complexe, dont la banquette serait une sorte de mise en scène, d'instrument de mise en scène, accéder à une charge, une sorte de magistrature, hein, qui serait non pas de l'ordre de ce que l'on appelle le prince ou le roi, enfin le prince en tout cas, mais plutôt de l'ordre de ce que l'on pourrait appeler un magistrat ou un chef de tribu élu ou enfin désigné selon... Voilà. Et à ce moment-là, les représentations de duels sur le dossier seraient des sortes de représentations symboliques, des luttes, mais des luttes politiques qui se joueraient entre les trois personnages pour accéder à la charge de chef de tribu, disons. C'est ça qu'il devrait faire à l'établissement public de la défense, à mon avis. Bon, passons. Évidemment, tout ce que nous a dit Raimond fait penser aux études très très récentes, et notamment celles qui ont été publiées par Mathieu Pou sur le retour des mercenaires chez les Arvernes, avec leurs chaînettes, avec leurs armes, et puis tout ce qu'on connaît de l'époque romaine. Mais est-ce que ces tombes sont parmi les plus anciennes qui attestent de ce phénomène ? Vous ne savez pas? En Espagne, oui. Par le moment, oui. Oui. Mais il y a la coïncidence de la distribution des trouvailles numismatiques, principalement des monnaies de la Sicile, du sud de l'Italie, dans le même territoire, et aussi dans le sud-est, la région de production de l'estalcatas, pendant ce IVe siècle. Alors, ces coïncidences, je pense que c'est très éloquent. Oui, tout à fait. Et bien, en plus, ça correspond parfaitement à ce qu'on sait par les textes, notamment l'importance pour les guerres syracusaines et puis ensuite les guerres, disons, de l'époque hellénistique. Mais cette affaire de muselière, je n'ai pas trop compris. C'est un type de muselière qui est d'origine grecque. Oui. Donc ils sont revenus avec leur muselière. Oui.
Donc on peut supposer avec le cheval aussi. Peut-être le cheval. Oui, sans Et doute. bien Oui. sûr, les autres éléments. Donc ils avaient été armés à l'extérieur, avec un armement extérieur, et on leur a fait cadeau en quelque sorte de leur armement, et puis ils sont revenus chez eux. Oui, et puis c'est un peu un phénomène comme celui que tu décris, c'est-à-dire un type il revient, mais il doit avoir plein d'or en plus dans ses sacoches, et il revient couvert de gloire, et ça peut devenir un des grands personnages. Alors, une des choses sur lesquelles je veux encore poser une question, c'est est-ce que le mot aristocrate est un mot qui est pour nous une facilité ou qui réellement correspond à quelque chose? Parce que quand tu regardes les classements anthropologiques, je ne sais pas, Jefferson et autres, tu vois, on ne parle jamais d'aristocrate, on parle de chef, on parle de big man, etc. Alors, qu'est-ce que tu dirais? Alors, je crois qu'en fait, il faudrait dire grand personnage. Non, c'est-à-dire reprendre la terminologie, disons, utilisée par exemple par Raymond Jamous pour les sociétés d'Afrique du Nord, où il y a des personnages, en effet, qui deviennent ce que l'on appelle alors des grands, à partir du moment où ils prennent le contrôle d'une entité plus importante que la famille où se met en place une économie de l'honneur, disons, fondée sur un système d'honneur complexe. Donc je crois en effet que le terme d'aristocrate est une facilité que l'on devrait totalement abolir au même titre que prince et peut-être pas roi au contraire. Là, je n'ai pas parlé de la royauté, c'est un problème complexe, mais autant le terme de roi a une existence antique, disons, autant ces termes-là sont plus complexes, enfin sont sans doute moins utiles pour nous. Parce que quelque chose qui a été très troublant, c'était à la fois lorsqu'on a eu ici Ménez et puis d'autre part Metzler, qui nous ont montré l'un et l'autre. Alors Ménez, le cimetière qui était à côté de sa résidence aristocratique, entre guillemets, disons, de sa forteresse, mais qui va perdurer pendant des siècles, y compris jusqu'à la période romaine. Et d'ailleurs, on trouve, si je me rappelle bien, Menhir. Et d'autre part, Metzler nous montrant que dans ces tombes, qui sont des tombes correspondant au Titelberg, on a continué à faire des sacrifices, au moins jusqu'à l'époque de Marc Aurèle, avec les conduits à libation. Bon, est-ce qu'on trouve des phénomènes semblables, est-ce qu'il y a des phénomènes semblables attestés, disons, dans certains tumulus du 6e, 5e siècle? Alors, il y a des cas de continuité à l'intérieur d'un tumulus, donc des superpositions de tombes, alors de personnages qui peuvent avoir des statuts variés ou des richesses variées, du bronze récent, disons du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au 5e siècle. Donc il peut y avoir des successions comme ça. C'est le cas de Hilpolstein, par exemple, où il y a une tombe du 6e siècle, une tombe à char du 6e siècle, qui se superpose à plusieurs tombes importantes du bronze final, du bronze récent, du Hallstatt ancien. Donc il doit y avoir des continuités comme ça, c'est certain. Mais en revanche, des cas de pratiques rituelles sur des tertres plus anciens, ça par exemple à Hordorf, où je ne crois pas, enfin comme ça ne me vient pas à l'esprit. Mais simplement parce qu'aussi, comme j'ai voulu le montrer pour la Heuneburg, il y a de grandes ruptures historiques et sans doute brutales d'une génération à l'autre, ce qui fait que certaines familles ont été complètement rayées de l'histoire hallstattienne, disons. Alors, de cette manière-là, d'ailleurs, il faudrait peut-être interpréter certains des sortes de massacres, de traces de massacres que l'on a pour la fin de l'indépendance gauloise. Dans certains cas, on a ces tombes multiples dans les silos, des choses comme ça. Ça peut être simplement une question de conflit interne entre deux familles ou entre deux réseaux de familles
qui se traduisent par un affrontement sanglant et qui conduit à ces types de sépultures, au contraire. Alors, donc, c'est un peu par la négative, disons qu'il peut y avoir un honneur rendu à certains défunts, et puis au contraire, un refus d'honneur rendu à d'autres qui ont été massacrés, quoi. Et vous, est-ce que après le milieu du IVe siècle, vous avez d'autres tombes de mercenaires qui soient attestées? En Espagne, il y a une totale disparition de tombes jusqu'à la période romaine. Et pour cette raison, on ne connaît rien. Et un peu comme dans le Midi, tombes de souvent. mercenaires ou non mercenaires. Oui, il n'y a plus. C'est terrible, ça. Et est-ce que vous avez une explication, enfin, qui... C'est la même chose par le VIe siècle que finissent tous les registres funéraires au VIe siècle et on retrouve seulement ces deux tombes au IVe. C'est tout. Alors c'est difficile d'expliquer ces dynamiques générales pour un territoire très vaste, très grand, comme tout le nord-est de la péninsule ibérique. Oui, ben ça a été un peu pareil pour certaines périodes, par exemple en Provence, où on disait qu'on avait arrêté d'inhumer ou qu'on balançait les corps dans des failles de rochers. Je pense que j'ai du mal à croire, mais enfin bon. Mais c'est vrai qu'au moins il y a le souvenir de la nécropole plus ancienne, parce que ces deux tombes de la Pedrera sont placées juste au centre d'un des quartiers de la nécropole de l'11e à 6e siècle. Alors, ces souvenirs existent, mais seulement ça. Bon, eh bien, nous allons remercier nos deux intervenants d'aujourd'hui. Et à la semaine prochaine avec Dominique Garcia, qui est professeur à Aix-en-Provence, et qui nous amènera à un plus jeune Sourisseau.